BI 365, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à la place de ma comptable qui m'a demandé de l'aider pour le suivi des emprunts. Effectivement, dans beaucoup de PME, nous avons besoin des banques. Et lorsqu'ils nous ont prêté un petit peu d'argent, il faut suivre tout cela de façon quand même assez précise, notamment pour définir notre bilan en fin d'année. Alors, ma comptable, comment fait-elle cela? Pour l'instant, elle saisit dans une table Excel, par dossier de prêt ou d'emprunt, selon le côté où on se place, une ligne qui correspond donc à un numéro de dossier, le type d'emprunt, disons, l'envoi qu'elle veut le trier, quand ça correspond à un véhicule, du mobilier, de l'informatique, quel service est concerné par cet emprunt, le montant initial emprunté, l'échéance de démarrage, le début du prêt, le taux d'emprunt, la mensualité et le nombre d'échéances. À partir de là, ce qu'elle souhaiterait, c'est pouvoir cumuler régulièrement les intérêts, vérifier son capital restant dû, et cela par type, par service. Et donc, elle souhaiterait un tableau de ce type, c'est-à-dire où ici, j'ai par exemple mes années, là, mon montant emprunté par année, la somme des intérêts dans l'année, le cumul du capital remboursé dans l'année et le capital restant dû à une date donnée. On peut ouvrir et avoir les mêmes informations mois par mois, et éventuellement à l'intérieur savoir quels sont les dossiers qui sont concernés. Je peux aussi ici décider de visualiser tout ce qui est concerné. Donc là, je n'ai plus que les prêts concernant du mobilier ou de l'informatique, ou voir le service commercial, les prêts concernant le service commercial. Donc là, je peux, disons, facilement analyser mes intérêts, mon capital restant dû, donc savoir où j'en suis de façon très précise. Voilà. Je peux éventuellement le visualiser de façon plus graphique, donc là, avec notamment un affichage Power View, ce qui fait que ce tableau Excel, je peux ensuite facilement le publier sur Office 365 et permettre à quelqu'un avec un simple navigateur de visualiser mon tableau Power View qui lui aussi est complètement interactif. Donc là, je n'ai plus que les dossiers qui concernent le service comptabilité. Je peux de même voir tout ce qui concerne l'informatique. Où je peux ici m'intéresser juste à un mois donné. Pour un prêt donné, je vois des informations qui concernent cette échéance. Voilà, donc maintenant nous allons nous mettre au travail, puisque l'objectif c'est de donc pouvoir obtenir ce que nous venons de voir, soit graphiquement, soit sous forme de tableau croisé dynamique ou autre. Donc je retourne sur mon onglet Dossier. Pour atteindre notre objectif, je vais utiliser Excel, bien évidemment, mais je vais me faire aider par nos super-héros, c'est-à-dire Power Query et Power Pivot. Alors, la première aide va nous venir de Power Query. Donc, pour cela, je clique sur Power Query et je fais à partir du tableau. Et je vais récupérer ce tableau-là dans ma requête. Les ayant déjà préparés, je vais, pour gagner du temps, aller directement dans la requête, dossier. Je vais vous demander de la modifier. Comme ça, on verra les étapes l'une après l'autre. Voilà, donc après avoir cliqué sur importer à partir d'un tableau, donc pour cela il faut être dans le tableau, quel que soit le tableau, vous cliquez importer à partir d'un tableau et vous arrivez
ici, vous avez donc bien le tableau à l'identique de celui qui se trouve dans votre feuille Excel. Et l'instruction, je rappelle donc que pour Power Query, à chaque fois que l'on fait une manipulation avec l'interface graphique, automatiquement, il génère une instruction correspondante. Donc cette première instruction, elle dit tout simplement qu'elle est allée chercher le tableau qui s'appelle dossier et qu'elle a importé le contenu que voici. Maintenant, ici, je vois les différentes étapes que j'ai enregistrées à chaque fois que j'ai fait de l'interface graphique. Donc la seconde, je lui ai dit d'insérer une table, table à colonne. Donc pour faire ça, il suffit d'aller ici et de faire insérer une colonne personnalisée. Et à partir de là, vous tapez votre instruction ici. Et quand vous validez, on obtient donc automatiquement cette instruction. Donc, je lui dis d'ajouter une colonne. Et pour chaque ligne de ma table, d'aller chercher, vous voyez, table.firstN, donc les premiers numéros de la table durée. Donc cette table durée, qu'est-ce que c'est que cette table durée? Cette table durée, ce n'est ni plus ni moins qu'une table que j'ai créée qui va en fait être un compteur. Donc il suffit qu'il y ait au moins autant de lignes que votre plus grand nombre d'échéances. C'est-à-dire que si vous voulez gérer des prêts, mettons, immobiliers sur 20 ans, il faut au moins 240 lignes. Si vous êtes sur 30 ans, il faut que vous arriviez au moins 360. Voilà. Donc on crée, et là, pareil, je me mets dedans, je fais Power Query à partir du tableau et je l'importe. Et ça m'a créé cette requête, toute simple, modifier. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a qu'une seule instruction. Je l'ai appelée durée, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir l'utiliser dans mon autre requête. Donc là, j'ai juste fait donc importer une table de façon à pouvoir prendre les premières lignes. Donc si j'ai par exemple un prêt qui a une échéance qui a 36 périodes, je vais lui dire de prendre les 36 premiers nombres, ce qui me permettra après de générer 36 lignes pour pouvoir gérer mon tableau d'amortissement. Donc je retourne dans ma requête principale. Et donc, ici, il va prendre dans la table durée, comme on vient de voir, en fonction du nombre d'échéances. Donc, par exemple, pour la première, il y en a 36. Donc, il va automatiquement créer une table qui va comporter 36 lignes de 1 à 36. Et vous voyez, la table, il la met dans la colonne ici. Ici, il va faire une table de 24 lignes qui va associer à cette ligne. Et maintenant, je fais simplement, en cliquant ici, je vais lui demander d'étendre cette table. Et pour ça, pour chaque ligne, comme ici, par exemple, dans ce cas-là, il a 36 nombres, il va générer 36 lignes qui vont correspondre à mes 36 lignes de mon échéancier. Donc, on le voit ici, table expand table, colonne, durée, et voilà, j'ai bien maintenant, si je prends mon premier dossier, ici, mon dossier 1, il a répété toutes mes lignes, mais il a ajouté 1, 2, 3, 4, 5, et je vais donc jusqu'à 36, et à 36, on est passé sur le deuxième, et comme il a 24 lignes, automatiquement, il m'a géré, voilà, 24 lignes, et ainsi de suite. Donc maintenant, je renomme ma colonne, vous voyez, avec la fonction rename colonne. Donc en interface graphique, il suffit soit de double-cliquer sur une colonne et vous retapez, ça vous génère automatiquement cette instruction. Donc pour renommer une colonne, ou alors on peut aussi faire avec le clic droit renommer, ce qui revient tout à fait au même.
et dans tous les cas, il vous génère l'instruction correspondante. Donc j'ai appelé cette colonne-là période. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer mon échéance. En fait, toutes mes échéances. Donc pour ça, ici, j'ai ma première, mon début, quand est-ce que j'ai contracté mon emprunt. Et ce que je lui dis, j'ai dit, ben, à cette date-là, tu vas ajouter autant de mois qu'on a ce chiffre-là. Donc, vous voyez, je lui dis d'ajouter des mois à la date début. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute période. Donc ici, si j'ai 3, ben, du 28 février, je passe au 28 mai. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que j'ai bien là toutes les dates de mon échéancier, automatiquement. Ensuite, qu'est-ce que j'insère? Donc là, je rentre dans une formule qui, en soi, est toujours un ajout de colonne. Donc, un ajout de colonne, on fait ici insérer une colonne personnalisée. Et en fait, on tape dans la partie ici, on tape ni plus ni moins que la partie là. Voilà, la formule proprement dit. Et tout ça est généré automatiquement. Donc là, je lui dis de quoi? Donc là, ma formule, bon, ben, il faut un petit peu se référer aux mathématiques financières. Donc la seule chose, donc la formule, vous avez plein de livres de mathématiques financières. Donc là, mon objectif n'est pas de vous apprendre comment calculer comment un capital reste tendu sur une période, une échéance. Seule petite chose, voilà. Pour mettre, comme on utilise les puissances, pour mettre un nombre à la puissance, il faut utiliser une instruction du langage M qui est number.power. On lui passe en paramètre d'abord le nombre ou la partie qu'on veut monter à la puissance et ensuite la puissance proprement dit. Donc, voilà, donc là en fait, voilà, et donc pour chaque ligne, il va automatiquement calculer mon remboursement. En fait, là, je calcule le premier remboursement capital remboursé. Ce qui va me permettre après, comme mes mensualités sont constantes, si je fais ma mensualité moins mon capital remboursé, ça me fera mes intérêts. Et avec le taux, on a aussi une formule que je vais réutiliser financière qui me permet à partir de ce montant-là de calculer ensuite à chaque fois le capital remboursé successif. C'est l'instruction suivante. Instruction suivante. Donc ensuite, je calcule le capital remboursé à chaque échéance. Donc le capital remboursé va en augmentant et les intérêts de chaque mensualité, eux, vont aller en diminuant. C'est le principe, puisque ma mensualité étant fixe, automatiquement, on rembourse un peu plus d'intérêts au début, c'est tant mieux pour les banquiers, et un peu moins à la fin. Et donc le capital remboursé, ben, il est un peu plus faible au début et plus fort à la fin. Et là aussi, donc, une formule de mathématiques financières, donc la même logique. J'ai fait donc un ajout de colonne, table, ajouter une colonne avec comment, l'interface graphique. Et après, il suffit de taper dans la boîte de saisie sa formule-là, où j'utilise là aussi une montée à la puissance. Là, ma colonne intérêt. La colonne intérêt, c'est tout simplement mensualité moins capital remboursé. Donc j'ai pratiqué exactement pareil. Ajouter une colonne, mensualité moins capital remboursé. Donc je vais montrer là, par exemple, on insère une colonne personnalisée. On a ici à droite les colonnes disponibles. Et donc si je fais mensualité, il suffit de cliquer. Capital remboursé. Pour ça, vous tapez ça et automatiquement, si je valide, j'obtiens cette instruction. Il aura donc généré toute cette partie-là, il la génère.
Et en fait, vous, ce que vous allez taper dans la boîte de dialogue, c'est juste ça avec un égal au départ. Et ma dernière instruction, j'ai simplement sélectionné des colonnes, par exemple comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai fait modifier le type. Modifier le type et je le mets en nombre. Et automatiquement, donc si on sélectionne plusieurs colonnes, ce que j'ai fait, il va vous sélectionner et vous générer une seule instruction. Donc là on le voit, il dit ben voilà, mensualité, tu la transformes en type nombre, la colonne custom.2 en type nombre, le capital row c'est en type nombre, voilà les intérêts en type nombre, et début, tu le transformes en type de date. Si vous faites en séquence plusieurs transformations colonne par colonne, et Power Query, s'il s'aperçoit qu'il a plusieurs transformations qui se suivent, il va tout vous ramener dans une seule ligne de façon à optimiser le nombre de lignes. Voilà. Donc, une fois que je suis là, j'ai terminé la partie, disons, de calcul que je souhaite réaliser dans Power Query. Voilà. Le reste, je vais le faire dans Power Pivot. Bon. J'ai choisi une solution que j'ai trouvée, moi, un instant T, un peu plus simple. Bon, j'aurais pu continuer certaines choses dans Power Query, mais chacun, en fonction d'un instant T, de l'idée, de sa compétence peut-être un petit peu plus pointue dans un produit ou un autre, peut décider de faire certaines choses plutôt dans Power Query, d'autres dans Power Pivot, pour bien sûr les choses qui peuvent être faites dans l'un ou l'autre des environnements. Donc là, je m'arrête ici dans Power Query. Donc quand j'en suis là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cocher charger dans le modèle de données pour qu'il m'envoie donc cette table dans Power Pivot. Parce qu'en fait, effectivement, maintenant, je veux l'envoyer dans Power Pivot pour pouvoir, à partir de là, à partir du modèle de données, générer des tableaux croisés dynamiques complètement évolutifs et aussi générer des affichages Power View complètement évolutifs et dynamiques. Donc, une fois qu'on est là, qu'on a coché là et décoché, ça ne sert à rien que j'acharge dans la feuille de calcul en plus. Je décoche. Donc, je clique sur Appliquer et Fermer. Et automatiquement, mes données sont envoyées dans mon modèle Power Pivot. Donc, je clique sur Power Pivot, Gérer. Donc là, il est en train de charger mon modèle de données Power Pivot. Et voilà, j'ai mes données qui sont arrivées. Donc là aussi, j'ai les colonnes que j'ai rajoutées. On va voir comment je les fais. Mais voilà, votre modèle de données automatiquement est dans Power Pivot. Ces colonnes-là, bien sûr, quand vous faites l'exercice, si vous le faites, elles ne sont pas encore là, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, une fois que j'arrive ici, j'ai quelques manipulations à réaliser. Sur mes dates, les dates, je les transforme, quand elles arrivent souvent sous ce format-là, c'est-à-dire avec les heures. Et ce qui fait que ça pose des soucis pour faire les relations, parce que c'est un nombre qui n'est pas forcément tout à fait le même à cause des heures et ça ne fonctionne pas très bien. Donc, une règle, c'est de penser à passer au format juste date, simple, les colonnes de date sur lesquelles vous voulez éventuellement effectuer des relations. Donc, j'en ai une là. Pour moi, souvent, je les passe toutes, comme ça, je suis tranquille après. J'ai ma date d'échéance fin de mois, j'ai fait. Voilà. Et ma date d'échéance, voilà, que j'ai basculé. Donc, en fait, les dates, date d'échéance fin de mois, on va revenir dessus pourquoi j'ai créé cette colonne. Donc, au départ, vous avez celle-ci que vous récupérez de Power Query et vous avez donc celle-ci. Ensuite, j'importe une table calendrier, donc dans Power Pivot, pour rappel, obtenir des données externes à partir d'autres sources. Et là,
ma table calendrier est un fichier Excel, hein, donc je clique sur fichier Excel, je vais pointer sur mon fichier Excel, je valide. Et j'obtiens donc ma table calendrier apparaît dans Power Pivot. De la même façon sur date, je fais la même chose, c'est-à-dire je me mets en format. Et après, je vais créer alors une colonne, c'est plus une colonne de sécurité, hein, qui est la colonne date d'échéance que j'appelle fin de mois, qui dans mon cas, on voit ici qu'en fait j'ai les mêmes données, mais simplement comme je cale mes comparaisons et mes arrêtés à la fin de mois, si jamais j'avais une date d'échéance qui serait par exemple au 27 février, ici automatiquement il la mettrait au 28 février, de façon à ce que je puisse comparer les choses à chaque fois à fin de mois. Donc pour faire ça sous Power Pivot, on se met là, hein, en principe, et on vient taper ici la formule. La formule là, c'est donc calcul, hein, calculate, end of month, donc c'est l'instruction, comme son nom l'indique, hein, va à la fin du mois. Et à la fin du mois, par rapport à quelle colonne? Par rapport à la colonne dossier date d'échéance, hein, donc la colonne qui est ici, hein, tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur conception, créer une relation ou gérer les relations si on en a plusieurs à faire. Voici, et je crée ma relation. Alors pour créer sa relation, on fait créer. Hein, alors soit on le fait ici créer, et après on spécifie la table qu'on veut mettre en liaison, la colonne et la table, la deuxième, hein, puisqu'une relation est forcément entre deux tables. Donc là, si je double-clique, on va voir que j'ai fait une relation entre ma table dossier sur ma fameuse colonne que je viens de réaliser, date, échéance, fin de mois, avec ma table calendrier sur ma colonne date. Hein. Ce qui va me permettre maintenant, comme dans ma table calendrier, j'ai la notion d'année, j'ai la notion de mois, j'ai la notion d'année-mois, ça va me permettre de pouvoir facilement analyser, grouper mes données sur ces critères-là, hein, au niveau de mes dossiers. Alors, ici, je vais créer deux colonnes. Une colonne ici, total capital remboursé, en fait, qui est ce qu'on appelle une fonction year to date, une fonction cumul, hein, qui donc va calculer échéance après échéance, en fait, le cumul du total capital qui est remboursé pour un prêt donné. Hein, donc, ce n'est pas un cumul tout prêt confondu, ça c'est le tableau croisé dynamique qui le permettra. Là, c'est juste pour un prêt donné. Donc, ma fonction, la voici. Donc, dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de vous former, hein, complètement à Power Pivot, parce qu'il y a besoin de plus. Hein, c'est donc plus que vous preniez conscience qu'en fait, avec Power Query associé à Power Pivot, en créant finalement très peu de lignes, puisque dans Power Query, vous avez pu remarquer qu'on a créé à peu près une requête avec 10 lignes séquentielles, hein, donc pas énormément de lignes. Là, dans Power Pivot, on va en tout faire 3 colonnes calculées ici. On va le voir après, rajouter 2 mesures. Donc 5 instructions. Donc, au total, avec une quinzaine d'instructions, on va faire quand même un travail assez important, hein, de consolidation. Donc c'est juste que vous preniez la dimension du produit pour que vous ayez justement puissiez mesurer l'intérêt que pourraient avoir ces deux produits dans votre entreprise. Je rappelle en plus au passage qu'ils sont gratuits. Puis au deuxième passage, hein, je me fais un petit coup de pub, disons, je suis là, éventuellement, je serai ravi si vous souhaitez une formation sur ces produits, puisqu'il faut bien que de temps en temps, je fasse bouillir la marmite. Voilà, fin de la partie publicité. Donc, cette instruction DATS, elle dit quoi? Elle dit tu m'additionnes le capital remboursé. Hein, par contre, tu vas le faire
pour chaque... Alors la fonction Earlier, en gros, c'est dire quand tu es ici, tu vas prendre toutes les capitales remboursées, hein, tu vas prendre tous les capitales remboursés dont la date d'échéance est inférieure à la date d'échéance en cours. Donc quand je suis sur la première ligne, bah forcément il n'y a qu'une ligne, mais quand il est au niveau de la deuxième ligne, il va dire quelles sont les dates d'échéance qui sont inférieures à cette date d'échéance-là. Ben, il y a forcément deux lignes. Hein. Comme j'ai dossier égal earlier dossier, le calcul lui dit attention, tu fais ça aussi pour un même dossier. Hein, tu ne mélanges pas les dates d'échéance de tous les dossiers. Donc là, tu restes au niveau du même dossier. Tu prends toutes les dates qui sont avant et tu en fais la somme. Et donc, il va additionner le capital remboursé. Hein, et automatiquement, si je prends donc, vous voyez ici, ça plus ça me donne bien mes 3177. Après, quand il est là, il va trouver qu'il y a trois lignes, hein, qui sont donc, dont la date d'échéance est inférieure à cette échéance-là pour ce dossier-là, et il va additionner ces trois-là. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, il additionne bien, pour à la fin, on retombe sur le total du capital remboursé. Capital restant dû, lui, c'est plus simple, hein, c'est le montant emprunté, hein, moins total capital remboursé, hein, et automatiquement on a une décroissance aussi. Hein. Donc celle-là, l'instruction, c'est simple, du simple clic, et la date d'échéance en mois, on l'a vu auparavant. Donc voilà, à ce niveau-là, dans après un petit peu de, comment dire, en cliquant pour, voilà, on se met ici, on fait un petit coup de mise en forme nombre décimal avec les bonnes virgules, parce que comme j'ai eu des divisions, des fois quand on arrive, on a tout un paquet de décimales, donc là après vous faites un petit côté de présentation de formatage, hein, en fonction de ce que vous souhaitez, hein, donc au moins visuellement. Hein. Et quand j'ai fait ça, je fais ajouter un tableau croisé dynamique, et j'arrive à cet endroit-là. Voilà. Bien sûr, mon tableau croisé dynamique à ce moment-là, il est vide, donc avant de glisser, puisque pour créer son tableau croisé dynamique, on en fera un autre, je rappelle, il y a juste à glisser les données qui proviennent, donc on retrouve ma table d'INDAT, ma table calendrier, ma table dossier, hein, nos deux tables qui sont dans notre modèle Power Pivot, hein, donc effectivement avec Power Pivot, un tableau croisé dynamique peut avoir plusieurs sources, donc je récupère ça. Alors avant de faire mon travail, il me reste à créer encore deux fonctions de calcul, on va dire, que là, on va créer, bon, toujours à l'aide de Power Pivot, on appelle ça des mesures, hein, des champs calculés, en français, mesures en anglais, champs calculés en français, donc je fais, alors on fait nouveau, qu'on va en faire un, comme son nom l'indique, un nouveau, là, comme ils sont déjà créés, je vais aller les voir, puis les expliquer. Donc nous allons calculer trois mesures, ou en français, champs calculés. Alors pourquoi ces mesures? On va aller voir comment elles sont à l'intérieur pour comprendre. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais la somme du capital restant dû, comme son nom l'indique, mais je lui dis de le calculer à la dernière date de fin de mois. Parce qu'en effet, le capital restant dû, les montants empruntés et le cumul du capital remboursé sont des valeurs qui sont non additives. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez plusieurs dossiers, ou un seul dossier, ben, le capital restant du dossier en fin d'année est en fait le capital restant du mois de décembre et pas la somme des capitaux restants dus de chacun des mois. Par contre, si vous prenez les intérêts, eh ben, si je paye des intérêts tous les mois, la somme de mes intérêts, c'est bien la somme des intérêts payés chaque mois pendant 12 mois pour une année. Par contre, pour le capital restant dû, pour le montant emprunté, si j'emprunte, si je n'ai qu'un seul prêt de 100 000 euros, ce prêt, ben, je l'ai tous les mois, s'il est sur une durée supérieure à 12 mois, eh ben, mon cumul prêt emprunté pour toute mon année, il est bien de 100 000, il n'est pas de 12 fois 100 000 euros parce qu'il va apparaître dans les 12 mois. Donc c'est ce qu'on appelle donc des mesures semi-additives, hein, c'est-à-dire qu'elles, la plupart du temps, elles ne s'additionnent pas
sur l'axe du temps. Donc pour ça, j'ai créé donc les 3 mesures calculées ici, donc qui sont toutes en fait identiques, hein, à l'exception bien sûr que ce qu'on additionne à chaque fois c'est le montant correspondant, mais à chaque fois je vous dis de faire le calcul avec les valeurs à la dernière date de la période considérée. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va faire, il va se positionner ici, il va dire à fin 2016, je prends la dernière date à fin 2016, mais quand je suis à un mois donné, par exemple, là, je prends la dernière date du mois, ce qui fait que là, effectivement, donc si je prends le total, emprunté, il se positionne à chaque fois, en fait, ce qu'on retrouve ici, 242 000, en principe, ou là, 105 603, logiquement, c'est ce qu'on doit retrouver en décembre, puisqu'effectivement, globalement, le capital restant dû au capital de fin d'année est identique à celui de fin décembre, puisque fin décembre étant le dernier jour de l'année. Donc là, on voit bien avec 242, 105, 136, c'est bien ce que je retrouve, 242, 105, 136. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, mes 3, ben voilà, mon tableau est opérationnel. Alors, si je veux en ajouter un nouveau, c'est relativement simple. Hein. Il suffit que j'aille dans Power Pivot, par exemple, hein, gérer, tableau croisé dynamique, ok. Là, comme tout tableau croisé dynamique, ici j'ai donc mes tables, dossiers, je peux mettre voilà, les dossiers, allez, le type au-dessus, je peux mettre les années par exemple, en colonne. Alors, par exemple, je peux m'intéresser aux intérêts, mais là, je vois bien les intérêts payés par année, hein, donc regroupés par, comme on l'a indiqué, par type d'emprunt, hein. Mais je pourrais très bien mettre le capital restant dû, et là, je vois que j'ai le capital restant dû, je vois donc sous mon prêt numéro 4, j'ai 32 000, 22 000 à la fin de 2014, on diminue, hein. Là, voilà, j'ai le prêt 2, donc j'ai 6 000, j'ai pris un nouveau prêt qui va commencer à payer en 2014, et celui de le 5 ici, on voit qu'il est presque terminé, ce qui fait que la somme me donne, hein, donc on voit bien que je vois bien l'évolution de mes différents prêts capital restant dû. Donc à partir de là, voilà, on fait autant d'analyses que l'on souhaite, qu'elles sont de façon sous forme de tableau, sous forme de graphique. Hein. Donc, maintenant, voilà, mon modèle, c'est ce que je dis, mon modèle Power Pivot aidé avec Power Query est terminé. Le côté magie, là déjà, je le redis encore une fois, on a une petite quinzaine d'instructions, une dizaine dans Power Query, 6 dans Power Pivot, 3 colonnes calculées, 3 mesures, donc globalement très peu d'instructions. Je le rappelle, toutes centralisées à différents endroits, mais seulement dans 3 endroits, hein, donc assez facile à maintenir, parce que quand vous faites des formules dans Excel, il y en a partout, là, il n'y en a vraiment que quelques-unes. Et le côté, donc je disais magie, excusez-moi pour la digression, je retourne dans ma partie dossier, et bien l'intérêt c'est quand on va rajouter un nouveau prêt, donc le 7 par exemple, donc là j'emprunte type, allez on va dire, de l'informatique, il n'y en avait pas beaucoup, voilà, j'ai un petit peu d'informatique. On va le remettre au service commercial, par exemple, commercial. Allez, on va emprunter pour 50 000. On va mettre ça au 31/03/2014. Le taux, on va dire, c'est du 5. La division par 0, c'est normal puisque je n'ai pas encore mes échéances. Et là, on va dire, elle est sur 36 mois. Voilà. Donc, je rajoute mes lignes autant que je veux. Hein. Et une fois que j'ai rajouté les lignes qui correspondent à chacun de mes emprunts, il suffit que j'aille dans Power Pivot, gérer, actualiser. Donc, assurer que je suis sur le dossier, je veux juste actualiser la table de dossier. Donc là, en fait, Power Pivot dialogue automatiquement avec Power Query. Donc en fait,
si on regarde ce qui se passe, il dit à Power Query, ben, exécute tes requêtes. Power Query ben, lui exécute les requêtes qu'on a fait, donc automatiquement il s'appuie sur un nouveau dossier et il calcule tout ça. Le résultat, il le passe au modèle Power Pivot. La Power Pivot, ben, lui, il y a les colonnes calculées qui sont automatiquement actualisées, il y a mes mesures qui sont automatiquement actualisées, et il renvoie donc tout ça dans le tableau croisé dynamique. Donc en fait, ce que j'ai fait juste un clic. Voilà, mon dossier 7 est apparu. Je retourne dans mon analyse, et là, normalement, je dois avoir un dossier 7 qui est bien apparu, qui est bien un montant de 50 000, hein, de type informatique, on le voit ici, et qui concerne le service commercial. Voilà. Hein, donc maintenant, pour mettre à jour mes données, je n'ai juste à faire que, ici on voit dossier numéro 7, voilà, à mettre à jour mon info. Donc grâce à nos super héros que sont Power Query et Power Pivot, nous pouvons très facilement créer une application pour gérer toute information financière concernant des emprunts, que ce soit les intérêts, capital restant, dû, de façon très simple. Ce travail peut être délégué à une personne facilement, puisque au quotidien, la seule chose que la personne qui suit les emprunts a à faire, c'est de rajouter donc, à chaque fois qu'un prêt est contracté, de le rajouter dans la liste ici, d'aller dans Power Pivot et de cliquer sur actualiser. Et tout le travail est automatiquement réalisé. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour améliorer les vidéos que je vous propose, pour me faire part aussi éventuellement de sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Il ne faut pas hésiter, je me suis proposé d'animer ce blog, c'est pour ça, donc voilà, toute idée d'amélioration est la bienvenue. Merci, à bientôt.